Donc, je le disais tout à l'heure, le Conseil constitutionnel a étendu le champ de ses compétences en élevant ou en étendant le champ des normes de référence. Mais pour qu'il puisse faire un contrôle de constitutionnalité, il faut aussi, et c'est le deuxième instrument qu'il va utiliser pour, en quelque sorte, asseoir sa place dans le système constitutionnel français, il faut aussi développer des techniques contentieuses, des techniques d'apuration de la constitutionnalité, qui sont des techniques un peu novatrices. Bon, on sait que, intellectuellement, le champ de la constitutionnalité est balayé par deux idées. Première idée, la norme est conforme, elle s'applique. Deuxième idée, la norme n'est pas conforme, elle disparaît. Mais, je dirais, entre ces deux postures, ces deux points qui sont des points au fond absolus et par certains côtés extrêmement rigides du contrôle de la constitutionnalité, les juges constitutionnels ont introduit entre les deux extrêmes des techniques d'apuration de la constitutionnalité qui sont des techniques un peu de compromis. Par exemple, et de manière purement quantitative, parce que toutes les juridictions l'utilisent, on peut très bien imaginer qu'une norme ne soit considérée que partiellement non conforme à la Constitution, que certaines dispositions ne s'appliquent plus, mais que certaines dispositions continuent à s'appliquer. Le Conseil constitutionnel va être lui aussi placé dans ce dilemme classique du fonctionnement de la justice constitutionnelle. Il va d'ailleurs apporter des réponses qui ne sont pas extraordinairement novatrices au regard du droit comparé des juridictions constitutionnelles. Il y a des juridictions constitutionnelles qui sont bien plus novatrices que le Conseil constitutionnel, ce qui d'ailleurs n'est pas nécessairement un bien. Il est des techniques qu'utilise le Conseil constitutionnel qui se rattachent à des débats assez classiques en droit constitutionnel. Pour autant, les techniques qu'utilise le Conseil constitutionnel, elles sont intéressantes. Elles sont intéressantes pourquoi? Parce que, là encore, elles mettent en place ce qu'on pourrait appeler une forme d'ambiguïté de la juridiction constitutionnelle et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Pourquoi je parle d'ambiguïté? Cette ambiguïté, d'ailleurs, un terme un peu négatif, mais pas vraiment dans mon esprit. Ambiguïté, pourquoi? Parce que d'un côté, on pourrait considérer qu'il s'agit, encore une fois, d'une avancée vers le gouvernement des juges. Que le Conseil constitutionnel se fabrique des instruments qui lui permettent de dominer encore plus le champ politique et qui lui permettent d'exercer un contrôle plus poussé, parfois plus, comment dirais-je, subjectif de la constitutionnalité. Et c'est vrai que dans bien des domaines, en tout cas à bien des égards, certaines techniques utilisées par le Conseil constitutionnel pourraient nous faire douter ou nous alerter en termes de gouvernement des juges et de dépassement de cette limite au moins théorique de la légitimité des décisions de justice. D'un autre côté, et c'est là que la situation devient ambiguë, le Conseil constitutionnel a fait preuve par cette innovation technologique, cette innovation procédurale, d'une capacité pragmatique d'adaptation au contexte. Et de ce point de vue-là, certaines de ces audaces procédurales sont en fait des réponses de pacification à des tensions générées par le texte constitutionnel lui-même. Pour faire simple, et j'y reviendrai évidemment bien en détail, mais ça c'est quelque chose que vous devez parfaitement avoir à l'esprit, la Constitution de 58, elle est marquée par des ambiguïtés de texte volontaires. Souvenez-vous de ce qu'on a pu dire sur la rédaction de la Constitution, sur le fait que parfois les constituants de 58, n'ayant pas tous le même projet, ont adopté des rédactions constitutionnelles dont ils pensaient qu'elles permettraient a posteriori de valider telle ou telle interprétation. Donc il y a des champs, il y a des imprécisions constitutionnelles d'autant plus dangereuses qu'elles étaient volontaires et qu'elles donnaient lieu à des interprétations politiques. Et il y a aussi parfois des contradictions dans le texte constitutionnel français. Et donc ces imprécisions et ces contradictions peuvent placer la justice constitutionnelle dans des éléments, dans des postures très complexes. Soit elle ne fait rien, soit elle prend le risque de trancher politiquement. Le Conseil constitutionnel ici a été imaginatif pour ne pas tomber dans l'une et dans l'autre de ces possibilités-là. Et il a tenté de mettre en place au contraire un système de conciliation, d'arbitrage, de compromis constitutionnel. Et ici, la technique de contrôle utilisée vient en quelque sorte atténuer les tensions et contradictions posées par le texte. Le juge ici répare le texte constitutionnel, car le texte constitutionnel était lui-même dysfonctionnant parce que porteur de sous-projets politiques ou porteur de tensions que le droit constitutionnel ne peut a priori pas connaître. Donc, là encore, les choses sont compliquées, là encore, il faut bien se garder d'avoir une vision beaucoup trop tranchée, ou beaucoup trop abrupte en matière de développement d'une appréciation sur les techniques de contrôle de constitutionnalité. Alors évidemment, pour comprendre ça, il faut vous reporter au cours du premier semestre. Il faut vous reporter à tout ce qu'on a pu dire sur Kelsen, à tout ce qu'on a pu dire sur Édouard Lambert, et à tout ce qu'on a pu dire sur la Cour suprême des États-Unis, sur la théorie du législateur négatif. Ce que je dis là n'est que l'expression, l'illustration de ce qu'on a vu au premier semestre. Alors si on veut revenir au Conseil constitutionnel, après tout, c'est de ça dont nous parlons aujourd'hui, si on veut revenir au Conseil constitutionnel,
et à ces techniques de contrôle, on peut peut-être noter que le Conseil constitutionnel va apporter quatre innovations ou quatre audaces à sa manière de contrôler la constitutionnalité des lois. Quatre techniques qu'il utilise et qui représentent des audaces intellectuelles et juridiques et qui doivent être mises en évidence. Première technique sur laquelle je voudrais un peu m'étendre, c'est la technique dite de la conciliation. Le Conseil constitutionnel utilise la conciliation entre des normes juridiques de rang équivalent pour rendre sa décision. Alors, pourquoi utilise-t-il cette conciliation? Là, c'est l'archétype d'une réponse à l'imperfection du texte constitutionnel. L'imperfection juridique, parce que intellectuellement, ça peut tout à fait se comprendre. Les choses au fond sont très claires, et nous renvoient encore une fois à ce fameux bloc de constitutionnalité, et notamment, souvenez-vous de ce qu'on a vu au premier semestre, à ce bloc, à ce préambule de 46, je laisse de côté la déclaration de 1789, qui est citée 2 fois dans le préambule, mais qui est dans le préambule de 46. Pourquoi? Parce qu'au fond, mettre dans le préambule de la Constitution le texte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, le texte des principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps, posé en 1946. Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, et auxquels plus tard vont s'ajouter les idées tirées de la Charte de l'environnement, c'est faire quoi? C'est en quelque sorte faire une sorte de balayage historique de l'histoire de France. En fait, c'est de dire chaque époque intellectuelle, chaque grand courant de pensée de la France telle qu'elle s'est formée depuis la Révolution française, a trouvé un aboutissement juridico-philosophique dans un texte constitutionnel, qu'on constitutionnalise, et on va introduire dans le préambule toutes ces étapes, tous ces principes qui ont fabriqué l'identité politique et donc aujourd'hui constitutionnelle de la France. Et on a bien 1789, la Révolution française, l'idée du libéralisme, le texte du 26 août, un texte extrêmement libéral, extrêmement basé sur la théorie du droit naturel, extrêmement basé sur l'idée de la souveraineté nationale, etc., etc. On a le texte, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, dont je disais dans une vidéo précédente qu'ils se rattachaient à la législation d'avant 1946, c'est-à-dire principalement à la législation de la Troisième République. C'est d'ailleurs, de manière un peu menteuse, ce qu'avait proposé Maurice Guérin, député MRP, quand il avait proposé la création de ces principes. Donc à toute cette législation républicaine et sociale de la Troisième République. Les principes politiques, économiques et sociaux de 1946 sont des principes extrêmement marqué par le socialisme, qu'il soit marxiste ou non marxiste. Il y a des principes dans la déclaration de 1746, dans les principes politiques, économiques et sociaux, qui sont des principes extrêmement interventionnistes, qui font de l'État le garant de la liberté, le garant des droits de l'homme, le garant des loisirs, le garant... Et souvenez-vous de cette fameuse phrase où on dit que la nation doit assistance à la femme, à l'enfant et aux vieux travailleurs, c'est-à-dire aux catégories qui sont considérées comme socialement faibles pour les protéger. Et donc, on a en fait une sorte de panorama des grandes doctrines politiques de la France, mais ces doctrines ne sont pas compatibles. Il y a entre le texte de 1789 et le texte de 1946 une incompatibilité idéologique qui ne peut pas déboucher sur une incompatibilité, qui ne peut pas ne pas déboucher sur une incompatibilité juridique. Entre le droit de propriété, article 17 de la déclaration de 1789, droit inviolable et sacré dont nul ne peut être privé sauf juste et préalable indemnité légalement constatée, et le principe de la nationalisation des services publics de 1946, il y a une incompatibilité non seulement textuelle, non seulement juridique, mais qui repose sur une incompatibilité idéologique. Et cette incompatibilité idéologique, le paradoxe, c'est qu'elle se trouve dans la même Constitution, parce qu'elle se trouve au fond dans l'histoire de France, et que l'histoire de France est elle-même, sinon incompatible, mais du moins complexe. Et donc le Conseil constitutionnel se trouve placé dans une posture très complexe. Quand il s'agit d'appliquer d'appliquer à une loi, par exemple de nationalisation, les principes de la Constitution, qu'est-ce qu'il doit appliquer? Le principe de 46 ou le principe de 1789? Et donc on a parfois des normes antithétiques au sein du bloc de constitutionnalité. Que doit faire le Conseil constitutionnel? Toutes les réponses lui ont été suggérées. Les juristes, généralement libéraux, venaient dire « mais 1789 s'impose, parce que antérieur, parce que fondateur des droits de l'homme ». Les autres juristes, plus rares socialistes, venaient répondre « mais non, 46 a une grande valeur ». A une grande valeur parce que c'est des principes actualisés. Ce sont des principes de notre temps, alors que 1789, c'était un principe d'un autre temps. Et donc chacun pouvait trouver une justification, et intellectuellement, elle était acceptable. Sauf que politiquement, elle aboutissait à dire au Conseil constitutionnel, trancher entre la droite et la gauche.
trancher entre le socialisme et le libéralisme, trancher entre la majorité et l'opposition sur des critères qui sont des critères de choix, des critères arbitraires. Et ce qu'a fait le Conseil constitutionnel, il a beaucoup développé cette théorie, et notamment il l'a développé sur une décision du 16 janvier 1982 sur les lois de nationalisation. La nouvelle majorité socialiste et communiste voulait nationaliser, l'opposition s'y opposait, ce qui est bien normal, mais au nom d'une atteinte intolérable aux libertés et au changement de régime. Le Conseil constitutionnel a estimé au fond que les principes constitutionnels ne devaient pas s'être opposés, mais devaient être conciliés. Et qu'il fallait regarder au cas par cas quel était le principe qui devait être appliqué du droit de propriété ou de la possibilité de nationaliser. Et généralement, d'ailleurs, le Conseil constitutionnel a admis l'application d'un principe en le nuançant considérablement avec l'application de l'autre principe. Alors, je ne reviens pas sur le fond des décisions rendues par le Conseil constitutionnel, notamment en matière de nationalisation ou de privatisation. Le Conseil constitutionnel ayant eu l'idée ici de pouvoir appliquer les mêmes principes à des situations politiques radicalement différentes, et surtout à des majorités politiques radicalement différentes, mais je l'ai évoqué un peu plus loin dans le cours, un peu plus avant dans le cours. Ce que je veux dire ici, c'est que le Conseil constitutionnel, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit les normes juridiques sont de même niveau. Je n'ai donc pas à porter de jugement sur la légitimité de telle ou telle norme, la prééminence de telle ou telle norme. Posant le principe de l'égalité juridique, il pose en quelque sorte et de manière induite le principe de l'égalité de légitimité idéologique. Et il vient dire simplement, au cas par cas, on appliquera plutôt telle décision, telle norme que telle autre, mais chacun en disant, mais l'autre norme, celle que je n'applique pas vraiment ici, pourrait être appliquée à un autre moment. Et de ce point de vue-là, c'est assez intelligent. C'est assez intelligent, ça revient à dire par exemple, le droit à la nationalisation est possible, mais pas dans n'importe quelles conditions. On ne peut pas tout nationaliser parce qu'on changerait la nature de l'État, et si on nationalise, on doit appliquer jusqu'au bout les dispositions de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, une juste et préalable indemnité, généralement calculée de manière extrêmement généreuse pour les anciens actionnaires. De même, ces principes seront appliqués, mais à l'inverse, en 1986, face aux lois de privatisation. Donc le Conseil constitutionnel ici, je dirais, a fait preuve d'une fausse modestie. Alors, c'est pas péjoratif, mais je voudrais bien que vous sentiez l'expression. Fausse modestie, pourquoi? Parce que, en apparence, le Conseil vient dire « je ne veux pas trancher ». Je ne suis pas légitime pour trancher, je ne suis pas légitime pour donner priorité à telle ou telle partie de la Constitution. Très bien. On est dans le législateur négatif qui se borne à constater l'existence d'un texte. Et de ce point de vue-là, on a un législateur qui est un juge constitutionnel qui devient un législateur négatif, très en deçà. Mais de l'autre côté, et c'est pour ça que je parlais ici de fausse modestie, le Conseil constitutionnel s'est arrogé une grande liberté d'adaptation du champ de la lecture. En disant tout s'applique, mais ça dépend des circonstances, il reprend ce qu'il vient de donner. Tout s'applique, donc je ne veux pas trancher, je donne à la Constitution la valeur qu'elle a, même si elle est contradictoire, mais quand même, je vais décider, moi, en l'espèce, de savoir qui je vais faire privilégier et quel principe je vais véritablement appliquer. Donc il y a à la fois une capacité de trancher, une capacité assez offensive d'interpréter le champ de la Constitution, mais en même temps, il y a cette idée d'une forme de neutralité ou de modestie idéologico-juridique qui lui permet de ne pas trancher. Mais en tout cas, c'est un principe, la conciliation, qui est de ce point de vue-là extrêmement intéressant. Parce que il évite de tomber dans le piège dans lequel la Constitution devait l'amener à tomber de manière involontaire. Mais quand on fait une Constitution aussi idéologique que ce qu'est le préambule de 1946, et en plus idéologique à la fois dans ce qu'on y dit, mais dans la contradiction des textes qu'on y associe, on prend le risque de placer le juge constitutionnel dans l'obligation d'interpréter politiquement un texte politique, ce que le Conseil constitutionnel n'a pas fait véritablement, mais là, de ce point de vue-là, était assez habile et assez adroit pour pouvoir, au fond, se sortir de cette situation-là qui n'était pas de son fait, mais qui aurait pu le placer dans une posture difficilement tenable. Je rappelle quand même que 1982, c'est une période d'alternance, mais c'est une période de vive tension politique. C'est la période où la légitimité de la nouvelle majorité est contestée par l'opposition. C'est la période de débat extrêmement dur sur les libertés. Je vous renvoie au débat sur les nationalisations, mais je vous renvoie également au débat sur la guerre scolaire.
que j'ai évoqué la dernière fois, et donc véritablement, le Conseil constitutionnel ici a une mission de pacification, et on ne peut que rendre hommage aux membres du Conseil constitutionnel, le doyen Venel en particulier, qui a été un des artisans de cette jurisprudence de pacification. La deuxième technique innovante du Conseil constitutionnel, alors elle est plus intellectuellement plus compliquée, mais là aussi elle est à la fois très audacieuse, mais par certains côtés difficilement contestable. C'est la technique dite des garanties légales des exigences constitutionnelles. Technique des garanties légales des exigences constitutionnelles. Alors là, ce que je vais dire reprend le texte que vous avez eu et tente simplement d'expliquer le texte que vous avez eu, parce que c'est un problème compliqué. Au fond, le Conseil constitutionnel, depuis 1984 et de manière claire depuis 1986, pose un principe qui vient en quelque sorte limiter la liberté normative du Parlement. Limiter la liberté normative du Parlement, non pas que le Parlement violerait explicitement la Constitution, mais dans son œuvre législative, le Parlement se verrait limité parce qu'au fond, il n'aurait pas le droit d'adopter une loi qui réduirait les garanties accordées à l'application d'une exigence constitutionnelle. La loi qui intervient ne peut pas réduire les garanties qui découlent d'une exigence constitutionnelle. Une loi précédente avait donné des garanties pour la réalisation d'une exigence constitutionnelle. Le Parlement qui vient derrière ne peut pas réduire cette loi, ne peut pas réduire ces garanties, il ne peut que les augmenter. C'est ce que le doyen Favoreux va appeler l'effet cliquet. En fait, le Conseil constitutionnel considère, notamment depuis la décision du 29 juillet 1986, que le Parlement ne peut avoir qu'une action d'accentuation des garanties constitutionnelles et non pas de réduction des garanties constitutionnelles. D'où cette idée de l'effet cliquet. Vous savez ce que c'est qu'un cliquet, hein, c'est une espèce de mécanique qui permet d'avancer sans jamais pouvoir reculer. Hein, on ne peut tourner que dans un sens, si j'ose dire. Eh bien, la roue constitutionnelle ne peut tourner que dans le sens de l'extension du domaine des garanties. Et de ce point de vue-là, le Conseil constitutionnel dit au législateur, eh bien, ce que le législateur a donné, le législateur ne peut pas le reprendre. La seule chose que je peux faire, le législateur, c'est donner plus. C'est donner d'autres garanties. Si par exemple un législateur a considéré que pour garantir un certain nombre de dispositions constitutionnelles, notamment dans le domaine des libertés, il fallait accorder tel et tel principe, telle et telle procédure, eh bien le législateur précédent ne peut pas revenir sur ces procédures. Il peut éventuellement garantir d'autres, en donner d'autres. Il peut augmenter la possibilité d'utilisation de ces procédures, mais en aucun cas réduire la possibilité d'utilisation de ces procédures. Et donc, le Conseil constitutionnel estime que dans certains cas, et notamment dans le domaine qui touche au droit à la liberté, hein, c'est vrai pour le droit à la vie privée, notamment pour les droits créances, les droits de 46, les droits de la protection sociale, on n'a pas le droit de revenir en arrière. On n'a pas le droit de revenir en arrière, on n'a pas le droit de limiter. Par exemple, en 2011, le Conseil constitutionnel a estimé que la loi qui touchait au fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées ne pouvait pas remettre en cause un certain nombre de garanties qui avaient été données pour protéger et reconnaître aux personnes en situation de handicap un certain nombre de droits et un certain nombre de possibilités d'exercice de leurs droits. Donc c'est une technique qui est au fond très novatrice, parce qu'elle revient à dire aux législateurs, mais vous n'avez pas le droit de faire moins que vos prédécesseurs, alors même que ce moins ne serait pas en violation directe de la Constitution. La Constitution n'impose pas des garanties particulières, mais vous n'avez pas le droit de reculer, vous n'avez que le droit d'avancer. Alors c'est très audacieux, mais en même temps on voit bien que ça participe d'une construction du champ des libertés et d'une construction de la concrétisation constitutionnelle. Au fond, le Conseil constitutionnel ici, mais c'est un peu la même démarche intellectuelle que pour les objectifs à valeur constitutionnelle, considère qu'il y a une forme de dynamique constitutionnelle, d'avancée constitutionnelle, et cette avancée constitutionnelle, elle nécessite que on ne regarde pas uniquement la Constitution au jour où on l'applique, mais on lui confère une forme de dynamique. Et la dynamique ici, c'est toujours plus de garanties pour les libertés. Jamais moins, toujours plus. La Constitution, le but de la Constitution, c'est de présenter des libertés, d'affirmer des libertés, et la technique le but du législateur, c'est non seulement de ne jamais les remettre en cause, mais c'est de toujours plus les développer, de toujours plus leur accorder des garanties. Alors c'est une vision
là encore audacieuse, mais qui va évidemment dans le sens des libertés, et qui va également dans le sens de la Constitution, et de la constitutionnalisation au sens normatif du terme, de la constitutionnalisation des libertés et de l'inscription, une sorte de constitution, de constitutionnalité dynamique en quelque sorte, de droits vivants qui participent à la création de la Constitution, à la création permanente de la Constitution. Deuxième technique. Troisième technique mise en place par le juge constitutionnel, alors là encore je dois en dire deux mots, même si elle est dans le texte que je vous ai distribué, je dois en dire deux mots, c'est une technique qui est compliquée. Elle consiste à dire, au fond, le Conseil constitutionnel se trouve face à un texte dont il estime qu'il n'est pas conforme à la Constitution. Mais, pour toute une série de raisons, le Conseil constitutionnel considère qu'il ne tient pas à censurer le texte. Soit parce que c'est un texte important, soit parce que l'inconstitutionnalité que le Conseil constitutionnel pointe serait plutôt une inconstitutionnalité potentielle qui pourrait venir plus tard dans l'application du texte. N'oubliez pas que la plupart du temps, le Conseil constitutionnel, enfin du moins jusqu'à 2008, statue a priori, c'est-à-dire qu'avant que la loi soit appliquée dans la Constitution. Et qu'est-ce que fait le Conseil constitutionnel dans ces cas-là, quand il pourrait annuler, ou pourrait déclarer inconstitutionnel plutôt, mais il n'a pas nécessairement besoin ou envie de le faire, il va utiliser la technique des réserves d'interprétation. La technique des réserves d'interprétation, alors ça renvoie au concept d'interprétation, fameuse technique américaine qui consiste à faire cracher la loi, cracher le venin de la loi, l'image d'un serpent à qui on fait cracher son venin pour le rendre inoffensif. Cette technique des réserves d'interprétation, elle consiste à dire quoi? La loi est conforme à condition d'être appliquée dans les strictes réserves d'interprétation posées par le juge. C'est-à-dire que pour que la loi s'applique de façon conforme à la Constitution, il faut qu'elle soit interprétée dans le sens que le juge indique. Et le juge, en quelque sorte, donne une espèce de mode d'emploi de la loi. La loi n'est conforme que interprétée de telle manière. Et dans la Constitution, dans la décision du juge, on a l'interprétation. Et donc le juge va donner quelle est la seule interprétation possible du texte par rapport à la constitutionnalité. Sous-entendu, le législateur, bien sûr, n'a pas voulu violer la Constitution, donc il faut simplement préciser quelle interprétation la Constitution impose. Alors c'est une technique que le Conseil constitutionnel a utilisée très très tôt, dès 1959, et dans une décision symbolique, puisque c'est la décision du 24 juin 1959 sur le contrôle de constitutionnalité du règlement parlementaire. Le fameux règlement parlementaire, qui était une des compétences de contrôle automatique du Conseil constitutionnel, qui est pour ça qu'il a été créé en partie d'ailleurs, et pour éviter donc que le Parlement reproduise des pratiques de la 4ème République, c'est-à-dire se réattribue des compétences peut-être par le biais du règlement que la Constitution ne lui accordait pas. Donc le règlement parlementaire a été de facto immédiatement contrôlé par le Conseil constitutionnel, et qui a utilisé cette technique de la réserve d'interprétation. Le règlement est conforme, sous réserve d'être interprété de telle manière. Et puis progressivement, on va s'apercevoir que le Conseil constitutionnel va utiliser de manière considérable cette technique de la réserve d'interprétation, et il le fera notamment dans cette fameuse période charnière des alternances, là où c'est politiquement tendu. On évite de rentrer en conflit avec la nouvelle majorité en déclarant le texte inconstitutionnel, mais quand même on enferme la nouvelle majorité dans une interprétation stricte qui donne en partie raison à l'opposition. Et donc le Conseil constitutionnel va progressivement développer cette technique en inscrivant dans le texte de la décision des observations sur l'interprétation du texte de la loi. D'ailleurs, il va aller de plus en plus loin, puisque désormais, il introduit expressément dans le dispositif de la décision la référence aux réserves d'interprétation. Donc le Conseil constitutionnel va utiliser énormément les réserves d'interprétation. Ça se comprend notamment en raison du caractère préventif du contrôle de constitutionnalité. Je pose à l'avance des limites parce que la loi va s'appliquer après le contrôle, mais il faut noter également que le Conseil constitutionnel, avec la création de la QPC, n'a pas cessé d'utiliser les réserves d'interprétation. Il les utilise également dans le cadre du contrôle a posteriori. C'est-à-dire que bien que la loi soit déjà appliquée, le Conseil constitutionnel vient rappeler qu'il peut exister des strictes réserves d'interprétation sur la base du contrôle a posteriori. Ça a été le cas notamment dans une décision rendue le 17 décembre 2010 à propos de la mise à disposition de la justice. C'est une décision qui était importante de ce point de vue-là. Donc, la question des réserves d'interprétation, c'est une question utilisée par le Conseil constitutionnel. Et là encore, ça renvoie au débat de l'interprétation, à la capacité interprétative du juge constitutionnel. Et
et à la fameuse interprétation telle que Kelsen l'a posée. Est-ce que l'interprétation, c'est un acte de connaissance ou est-ce que c'est un acte de création? Et est-ce que quand on interprète un texte alors même que on est dans une phase a priori, hein, dans une prospective, est-ce qu'on est toujours dans la bonne délimitation du législateur négatif? C'est pas certain. Mais en même temps, on a cette dimension diplomatique. Je ne déclare pas le texte inconstitutionnel, donc je ne rentre pas en conflit direct avec la majorité qui a fait voter le texte, je préfère baliser l'application du texte plutôt que de l'interdire a priori. Technique, là encore, audacieuse. Technique, là encore, qui permet au Conseil constitutionnel de prendre une forme d'ascendant particulier sur le système. De s'adapter, au fond, au fonctionnement normal d'un système. Parce que le Conseil constitutionnel sait bien que parfois, c'est très difficile de bloquer une loi politiquement et même effectivement parce qu'on a besoin de la loi. Et c'est d'ailleurs sur cette base-là que va arriver la quatrième technique, alors qui est une technique d'ailleurs assez dérivée de celle que je viens de décrire, qui est la technique qui consiste à dire au fond, je considère que la loi n'est pas conforme à la Constitution, je considère donc que la loi doit cesser de s'appliquer, mais je donne au législateur un délai, durant lequel la loi inconstitutionnelle va continuer à s'appliquer, et à l'extinction de ce délai, la loi cesse de s'appliquer, et on a demandé au législateur, évidemment, de prendre une nouvelle loi permettant de faire la continuité, en quelque sorte, d'anticiper les effets de la disparition de la loi. Alors, cette décision, cette technique, elle a été utilisée en 1997, à propos de la loi de finances. C'est une décision qui a été rendue le 30 décembre 1997, comme souvent les décisions sur les lois de finances. Le Conseil constitutionnel a décidé que certaines dispositions du budget n'étaient pas conformes à la Constitution, mais que il était difficile de bloquer le projet de budget, et donc on laissait passer avec la nécessité pour une prochaine loi de finances de modifier. Alors, cette décision, elle est assez surprenante. Hein. Cette technique, elle est assez surprenante parce qu'au fond, elle revient à dire, c'est non conforme, mais quand même, ça va encore continuer à s'appliquer. Et elle a été reprise, en matière notamment de droit et liberté, elle a été reprise dans des décisions QPC, donc rendues après 2010, notamment en matière de garde à vue. Quand le juge constitutionnel a considéré en France que le système de la garde à vue était globalement non conforme à la Constitution et au principe et il avait noté également que ça pose un certain nombre de principes vis-à-vis de la Convention européenne des droits de l'homme et du droit européen, eh bien le Conseil constitutionnel avait estimé que l'absence d'avocat, notamment en garde à vue, rendait la loi inconstitutionnelle, mais qu'il donnait au Parlement et au gouvernement la possibilité de faire adopter un texte dans un délai, je crois, de 1 an, après la décision. Et d'ailleurs, le gouvernement l'avait anticipé, le texte avait été voté un petit peu avant le délai. Donc ça revient au fond à dire, au fond c'est des techniques de dialogue avec le législateur. C'est des techniques de dialogue. Je contrôle, je déclare inconstitutionnel, mais quand même, je rentre dans une espèce de processus constructif et de collaboration avec vous pour empêcher le vide juridique, pour empêcher au fond que tout s'effondre, parce que en matière notamment de garde à vue, imaginez l'impact qu'il pu avoir de l'annulation, la déclaration d'inconstitutionnalité, la cessation de production des faits juridiques de la loi du Code de procédure pénale en matière de garde à vue. Eh bien, un certain nombre d'affaires devaient être immédiatement totalement arrêtées, et donc le Conseil constitutionnel a voulu mettre en place ça. Et c'est, là encore, du pragmatisme. Mais je dirais presque, là encore, que ce pragmatisme est, au fond, comme tout à l'heure, une espèce de fausse modestie. Je suis pragmatique, je ne rentre pas en conflit, mais je m'arroge quand même des droits, là, pour le coup, qui vont extrêmement loin. Je m'arroge le droit de non seulement dire au législateur que sa loi doit être interprétée de telle ou telle manière, mais je m'arroge le droit de lui dire, bah, écoutez, hein, ça continue, mais ça continue sous réserve, parce que il va falloir changer. Il va falloir changer votre texte, et ce texte, évidemment, le nouveau texte que vous allez devoir adopter doit tenir compte fondamentalement de la décision que je viens de rendre. Donc, on est toujours, et je repense toujours, et retenez toujours cette citation du président Debré, qui est certainement un des présidents du Conseil constitutionnel les plus pédagogiques, par certains côtés, en tout cas les plus capables de vulgariser le droit constitutionnel, quand il dit « le juge constitutionnel est un juge qui a une gomme et non pas un crayon ». Un juge qui peut déclarer la loi, faire disparaître la loi, mais non pas la réécrire. Et on voit bien ici qu'avec ces techniques de contrôle de constitutionnalité, la conciliation, le développement des garanties constitutionnelles, la réserve interprétative, le délai d'application, on est dans une technique où on est dans une intermédiaire entre le juge, la gomme et le crayon. Et on voit bien. Alors la question qu'on peut se poser, c'est, au fond, on peut se poser plusieurs questions à la suite de ce constat. Première question, est-ce que le Conseil constitutionnel n'a pas été trop loin? Est-ce qu'il n'y a pas, au fond, un activisme trop important du Conseil constitutionnel? Pas certain
que ça soit le cas si on le regarde par rapport à d'autres juridictions constitutionnelles. La seule vraie question que l'on doit se poser, c'est est-ce que le Conseil constitutionnel est totalement légitime pour faire ça? Et est-ce que, au fond, les lacunes dans sa composition, les lacunes dans les garanties juridiques, etc., même si c'est des lacunes relatives, est-ce que ça le, au fond, ça le disqualifie pas pour faire ça? Mais la question se... Je ne fais que poser la question, je ne peux pas y répondre particulièrement. Mais c'est vrai que les pouvoirs qu'utilise le Conseil constitutionnel ne sont pas nécessairement exorbitant pour un juge constitutionnel, en tout cas dans la pratique, mais le Conseil constitutionnel français a un certain nombre de lacunes qui peut-être le rendent un peu moins légitime à utiliser ces techniques. Espérons que les choses vont évoluer par l'avenir. Et puis la deuxième question qu'on peut se poser, c'est peut-il y avoir un contrôle de constitutionnalité sans cet activisme-là, sans cette audace juridictionnelle, sans cette redéfinition de la norme de référence, sans cette réadaptation particulière des techniques de contrôle de constitutionnalité. Au fond, il faut aussi avoir une lecture pragmatique. Effectivement, le Conseil constitutionnel a fait ce qu'il a fait. La question n'est pas tant de savoir s'il a bien fait de le faire, la question est de savoir s'il aurait pu faire autrement en restant un juge constitutionnel. Et ça, c'est une vraie question qui soulève notamment la question non seulement du juge constitutionnel en France, mais de la nature même du système constitutionnel français de 1958. Et c'est ce qui fera l'objet des prochaines vidéos. Merci et à bientôt.